Merci Micheline. Bonjour à toutes, à tous. Merci de vous déplacer par ce très beau temps. C'est rare en Belgique. Enfin, c'est vrai que pour le moment, on commence à s'y habituer à du beau temps comme ça. Ça se fait plaisir. Et donc, j'ai accepté l'invitation de Micheline et Kérim à animer votre séance de la journée d'aliénation parentale. C'était la troisième fois que je viens. Et on avait déjà parlé des souffrances des parents, une fois, avec l'aliénation. On avait parlé des manipulations. Et aujourd'hui, je vous ai fait une conférence un peu différente. Je ne peux pas faire la même chose chaque fois. La souffrance psychologique des enfants du divorce. On va reparler un peu de tout. En mettant peut-être les nouvelles données, parce que ça change beaucoup pour ceux qui étaient à l'organisation par la Mouette à Namur il y a une quinzaine de jours avec Hubert Van Geisegem, qui est un professeur canadien. On a vraiment une mise à jour des dernières données sur l'aliénation parentale, et donc je vous parlerai de tout ça au passage. Mais vous verrez que, à mon sens, l'aliénation parentale n'est qu'un petit problème dans la souffrance psychologique des enfants du divorce, et qu'il faut bien laisser l'aliénation à son endroit et pas tout mélanger. Donc on va essayer de faire une bonne remise à jour des notions pour ne pas faire de tous les problèmes de l'aliénation parentale. Donc le cadre de l'exposé, cet exposé s'inscrit dans les objectifs de société, permettent à tous les membres d'une ex-cellule familiale de sortir de manière équivalente d'un conflit, sans douleur et dans le respect, leur permet de se reconstruire sans délai et dans les meilleures conditions, hors conflit, avec si nécessaire une aide régulière. Le cadre de l'exposé qui est quand même donc un exposé qui se veut constructif, pacificateur et, si possible, no stress. Alors, c'est vrai que la souffrance psychologique, c'est quelque chose dont on parle peu. On parle beaucoup plus des problèmes de souffrance physique. Donc, quand on parle de victimes d'abus, de violence, dans la littérature, dans les journaux, à la radio, à la TV, on va tout de suite vous dire « Ah oui, mais attention, il y a les violences physiques, sexuelles, les coups, les blessures, les incestes, les viols, les problèmes de pédophilie, on entend ça tous les jours à la radio, pas de problème. » Et c'est vrai que c'est une souffrance à ce niveau-là qui est reconnue, qui voire même indemnisée. On admet que quelqu'un qui a eu des violences physiques, etc., mérite un dédommagement, etc. Hein, on entend ça particulièrement avec l'Église catholique pour le moment. C'est pas tout à fait notre sujet, mais pour vous dire que ce problème de la violence physique, ça c'est super fameux. Par contre, quand vous rentrez du côté des violences psychologiques, des souffrances psychologiques, là, du coup, on n'entend plus grand-chose. Et pourtant, à mon sens, la souffrance psychologique est beaucoup plus importante que la souffrance physique. La souffrance physique, c'est des cas extraordinaires, plutôt rares. La souffrance psychologique, elle est quasiment dans chaque problème, dans chaque cas vécu. Souffrance psychologique, on retrouvera les problèmes de mensonges, de modification des souvenirs, l'instrumentalisation de l'enfant qui devient mercenaire, la confusion de rôle entre père, mère et enfant, les conflits de loyauté, le problème du parent toxique, manipulateur, médiateur. On va un peu revoir tout ça ensemble, mais je dis d'emblée que c'est des choses dont on parle pas beaucoup à la radio ou dans la littérature ou dans les journaux, parce qu'on préfère beaucoup plus parler des problèmes physiques, qui sont évidemment beaucoup plus marquants, mais ça n'empêche pas qu'on puisse parler des problèmes psychologiques aussi, et je veux attirer l'attention là-dessus. Alors, je vous dis tout de suite ici, je sais bien que je suis invité par SOS Papa, mais mon discours est toujours, je dirais, bilatéral ou égalitaire, et je dis, dans l'aliénation ou n'importe, c'est toujours père et mère pour moi à la limite de manière égale. Je pense qu'il ne faut pas être trop sexiste, mais je pense que votre organisation ne l'est pas non plus. Je reconnais en Micheline, entre autres, ces points de vue. Alors, sommaire de ce petit exposé, les sommaires et les pièges, justement, de cette souffrance psychologique. C'est que la souffrance psychologique, évidemment, elle est beaucoup moins visible. C'est facile de parler d'enfants battus ou de blessures, comme on a dit tantôt, de viols, etc. Mais en souffrance psychologique, c'est beaucoup plus difficile à appréhender, à toucher, c'est peu visible, voire c'est parfois même très bien caché, on y reviendra.
Ce qui tend évidemment à amener les gens, les intervenants, à banaliser la souffrance psychologique, y compris des séquelles à distance, avec l'argumentation qu'on entend souvent: oh, ça fait au plan psychologique, c'est pas bien grave, tout finira par s'arranger. Et donc là, forcément, je ne suis pas d'accord. Et on va développer le pourquoi tout ne finit malheureusement pas par s'arranger. Et entre autres, retenez ça, c'est développé dans mon bouquin, c'est l'oubli n'est pas limbique. Je vais un petit peu maintenant rentrer, parce que, comme vous savez, je suis neuropsychiatre, mais beaucoup plus près de la neurologie que de la psychiatrie. Je suis très neurobiologiste, c'est-à-dire j'essaye de rentrer au niveau cellulaire, au niveau cérébral, pour essayer de comprendre les choses et pas rester dans un relatif flou psychiatrique. Alors, pourquoi l'oubli n'est pas limbique? Pourquoi est-ce que tout ne va pas s'arranger, malheureusement, avec le temps, comme souvent on vous le dit pour banaliser les problèmes vécus? C'est parce que nous avons différents types de mémoire. D'abord, avoir en tête qu'il y a plusieurs types de mémoire. Nous avons, regardez la liste des mémoires, je ne vous demande pas de tout retenir, la mémoire des faits anciens, bien connue, la mémoire topographique des lieux, etc. Mémoire immédiate, mémoire de travail sur les faits récents. Et puis, ce qui est intéressant, c'est la mémoire épisodique, on y reviendra bien, c'est la mémoire des faits. Ce que vous avez vécu tel jour, par exemple, le réveillon du passage de l'an 2000. Qu'est-ce que vous faisiez le jour où on est passé à l'an 2000? Ce sont des faits qui vous restent plus ou moins dans la tête. Et puis, il y a la mémoire limbique. Et la mémoire limbique, elle est très particulière, c'est la mémoire des faits angoissants. Les faits suite à des traumatismes, des choses qui vous concernent de très près, qui vous prennent au trip, par exemple, les accidents. Quand vous avez eu, par exemple, une bonne chute à vélo, vous êtes bien ramassé, il est clair que les fois suivantes que vous allez prendre votre vélo, vous allez quand même y repenser à cette chute. Et parfois très longtemps. Eh bien, la mémoire des faits angoissants, comme des faits heureux d'ailleurs, enfin bon, ici on est quand même plutôt dans les contextes des problèmes, la mémoire des faits angoissants, elle se met dans ce qu'on appelle le système limbique, et le système limbique est entre autres, vous avez un cerveau, ici c'est la partie antérieure, la partie postérieure, le cervelet ici, bon je ne rentre pas trop dans les détails, le fameux hippocampe qui est cette structure qui dégénère dans l'Alzheimer et qui est une partie importante de notre mémoire et justement des faits épisodiques. Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous retenons de la vie de tous les jours se met là dans l'hippocampe. Mais les faits angoissants, les faits qui nous tiennent émotionnellement de très près, comme des disputes familiales par exemple, c'est pas banal, ou des accidents, ça se met dans l'amygdale. C'est une zone, une autre structure qui est le lieu de cette mémoire-là. Et donc c'est vrai qu'on oublie certaines choses dans la vie, contraire à l'idée, on oublie des choses en vieillissant, mais il y a des choses qu'on n'oubliera jamais. Et ça, c'est parce que structurellement, dans notre cerveau, la mémoire des faits émotionnels n'est pas la même que la mémoire des faits dits, entre guillemets, normaux. Je dirais une localisation du cerveau où il y a des neurones spécifiques. Et ils ont appelé ça l'amygdale parce que ça ressemble à une amygdale, l'hippocampe parce que ça ressemble à un hippocampe. Pas oublier que le cerveau, c'est quelque chose qui évolue constamment. On a un peu trop tendance à considérer que notre cerveau, c'est une structure qui est là, qui fonctionne tout le temps de la même manière. Non, notre cerveau, ça évolue, c'est un organe vivant, modulable, évolutif. L'apprentissage nous permet d'apprendre certaines choses, et puis malheureusement parfois on les perd. Et donc le cerveau est en fait constitué de cellules en constant travail biologique, ce qui permet effectivement d'acquérir ou d'oublier. L'exemple que je donne souvent dans une conférence sur la mémoire, vous avez tous déménagé au moins une fois dans votre vie, vous saviez très bien votre numéro de téléphone à votre première maison, si je veux dire, vous l'avez donné des dizaines de fois. Une fois que vous déménagez, vous changez de numéro de téléphone, le premier numéro, il est complètement oublié. Vous n'avez plus que le nouveau numéro qui reste. Et ça, tout simplement, on va dire, mais je l'ai su ce premier numéro de téléphone, je l'ai su de manière impeccable tout un temps, et maintenant je ne le sais plus. Ben, c'est bien la preuve que la mémoire, ça évolue, que ça peut être remplacé par d'autres éléments de mémoire, et que si on n'entretient pas, on perd. N'oubliez pas que le cerveau est aussi une structure électrochimique qui fonctionne par une accumulation de stimulations positives et négatives.
et qu'il y ait donc autant d'exposition. C'est-à-dire, au plus vous êtes exposé à une information, au mieux vous allez la retenir. Si vous ne faites pas attention à une information qui passe, vous n'allez pas la retenir. Si vous la relisez 10 fois, bien sûr, vous allez la retenir. Donc, le temps d'exposition à une information a une importance. La répétition d'une information a une importance. Donc, c'est des petites notions qui nous aideront à comprendre d'autres choses plus tard. Voilà l'image microscopique des cellules dans un cerveau, et vous voyez toutes les structures qui se connectent, et tout ça est vivant. Chaque jour, il y a des structures, des liaisons qui se coupent et d'autres liaisons qui se refont, en fonction de votre vie, en fonction de ce que vous faites, en fonction de ce que vous vivez. Par exemple, on dit que pour revenir à l'hippocampe, les gens qui ont l'hippocampe le plus développé sont les chauffeurs de taxi. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent, ils ont une mémoire topographique de la ville dans laquelle ils doivent gagner leur route tous les jours, qui est énorme. Et du coup, ils développent un hippocampe extrêmement utile et extrêmement efficace. Donc, notre cerveau reflète ce que nous faisons dans la vie de tous les jours. Pas oublier. Alors, on en était, donc l'oubli n'est pas la vie. Je vous ai expliqué pourquoi. Entre autres, des événements très émotionnants, très prenants pour nous, nous ne les oublierons pas. C'est parce que c'est d'abord dans une structure un peu à part de l'hippocampe. La seconde raison à ça, c'est que vous allez me dire, oui, mais enfin, dans la structure là, comme dans l'hippocampe, avec le temps, ça va disparaître. Comme mon premier numéro de téléphone a complètement disparu de mon intelligence ou de mes mémoires. Mais ce qu'il y a, c'est que dans l'hippocampe, vous avez une réactivation régulière de la mémoire. Et il suffit que vous revoyiez en photo, en vivant, quelqu'un de l'aspect émotionnel, du fait émotionnel qui vous a marqué, et hop, ça se réactive. Et c'est comme ça que finalement, dans l'amygdale, les souvenirs ne disparaissent pas, alors que dans l'hippocampe, c'est vrai qu'on peut perdre. Si on ne répète pas certaines choses, au long cours, on peut les perdre. Mais dans l'hippocampe, la réactivation est facile. Ce sont des faits émotionnants. Il suffit d'avoir un flash, une photo, une personne qui repasse en disant « Ah, c'est là où l'endroit où j'ai eu l'accident, machin chouette. » Hop, et tout revient, et tout se refixe. Et donc, tout s'entretient. Et donc, finalement, on n'oublie pas, malheureusement. Alors, point d'attention pour les intervenants, on y reviendra. Et on terminera par la prise en charge souhaitée pour les parents, les intervenants dans cette souffrance psychologique des enfants, en évitant le piège de la surenchère qui est l'effet Rosenthal. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est qu'on a parfois une tendance à la surenchère, c'est-à-dire que quand on suspecte quelque chose, le moindre élément qui va dans ce sens-là semble donner des confirmations parfois exagérées, si vous voulez, on en reviendra dans la discussion. Mais l'effet Rosenthal est un piège quelque part, parce qu'on a parfois tendance à trop vite, entre guillemets, accuser quelqu'un, parce qu'on attend, on suspecte, et au moindre élément qui va dans le sens de votre suspicion, on en fait un biais de confirmation qui n'est peut-être pas... donc, il faut parfois être très méfiant. Donc, ce que je vais essayer de vous amener de faire, et c'est ce que j'essaye quelque part dans mes autres activités, mes autres contacts, c'est d'amener les gens à voir l'invisible. Il est clair que la souffrance psychologique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à voir que la violence. La violence, ça, tout le monde la voit, c'est pas difficile. Mais la souffrance psychologique, elle est difficile à voir et il faut quand même essayer de la voir. Donc ça, c'est le but de notre exposé aujourd'hui. Tout en rappelant que la souffrance des enfants est aussi la souffrance des parents. C'est pas parce qu'on s'occupe de la souffrance des enfants qu'on ne s'occupe pas de la souffrance des parents, et que c'est souvent l'un entraîne l'autre. La souffrance des enfants entraîne une souffrance chez les parents, la souffrance des parents entraîne une souffrance chez les enfants, et est partie dans un cercle vicieux. Entre autres, par les problèmes relationnels et d'ambiance de la vie de tous les jours. Si à la maison les enfants ne sont pas bien dans leur peau, ça crée des problèmes, ça respecte, ils sont pas sympas, ils suivent pas ce qu'on leur demande, et du coup ça crée des problèmes de fonctionnement, que ce soit avec les parents ou marâtres et parâtres, comme on dit. En Belgique, cette souffrance des enfants concerne 15 000 enfants par an.
Et dans les 15 000 enfants, je compte sur 30 000 divorces à peu près annuels en Belgique, ce qui fait pour une moyenne de 2 enfants par couple 60 000 enfants, mais on ne compte qu'on est en gros 25% de divorces très conflictuels, de séparations conflictuelles. Donc en gros, ça fait quand même 15 000 enfants en Belgique, et à peu près le double en France, parce que le niveau de divorce est moins important en France que chez nous. Enfin, pas pour ça que c'est... Je veux dire, par là, c'est quand même du monde, hein, 15 000 enfants chaque année qui rentrent dans ce... au minimum, qui rentrent dans ce système de souffrance psychologique. Alors j'ai retrouvé cette image un peu pour détendre l'atmosphère, un timbre qui circule pour le moment en Belgique, où Follon essaye de voir aussi à l'intérieur, je dirais, de la tête des enfants, c'est pas évident. Alors c'est quoi la souffrance psychologique? Je veux vous parler de souffrance psychologique, c'est quoi? Eh bien, donc c'est difficile à voir et estimer, surtout chez les enfants, on en a déjà parlé. Un adulte, c'est plus facile. Un adulte qui souffre, il va se plaindre d'angoisse, des aspects physiques d'angoisse, des peurs, de dépression. Il va vous dire qu'il en a ras-le-bol, qu'il aime autant mourir, qu'il aime autant se suicider. N'entendez pas trop ça dans la bouche des enfants, c'est des discours d'adultes. Il va vous parler de ses insomnies. Chez l'enfant, tout ça est beaucoup plus intériorisé. L'anxiété est intériorisée, oui, il y a parfois des terreurs nocturnes, il se réveille au milieu de la nuit, il crie au secours. Mais il va falloir voir plus loin. L'enfant ne va pas venir vous dire « je suis anxieux, je suis mal à l'aise, etc. » Et il faudra chercher des difficultés scolaires, des troubles alimentaires, la recherche de drogue, des troubles du comportement, fugue, suicide éventuellement, pourquoi pas, délinquance ou inversement, l'enfant qui profite un peu de la situation et qui devient l'enfant froid ou l'enfant dictateur qui arrive à obtenir tout ce qu'il veut de l'un ou l'autre parent. Nausée quand même. Nausée, envie de vomir, ça me semble quand même. Peut-être, oui, possible, ok. Ça c'est plus physique, hein. On le mettra côté angoisse comme chez les adultes. Mais trouble alimentaire, j'ai mis trouble alimentaire. Ok. Mais concrètement, quand on a un jeune dans cette situation-là, il vous dira j'ai Ou envie de manger. refus d'appétit, voilà. Et donc du coup, on est. Je pense que Ça peut être un point tout à fait d'accord avec vous. Trouble alimentaire, on va mettre manque d'appétit, nausée, ok. Tout à fait d'accord. Et aussi la peine, difficulté à communiquer aussi. Ouais, on est dans les troubles du comportement. Ouais. Troubles du comportement, fuyant. Ouais. Aussi, il y a encore deux cas qui sont pas inclus là-dedans. C'est le cas contraire, c'est-à-dire le surinvestissement à l'école scolaire et la perte de lien social. Ok. Ouais. L'enfant, j'entends. Ok. C'est plus rare, mais ok. C'est pour faire alors, il y a aussi la perte du désir de devenir adulte et la peur d'une relation affective, on y reviendra par après. Donc en fait, la douleur de l'enfant dans la séparation conflictuelle, c'est un peu comme un iceberg. Il y a quelques douleurs visibles, on vient d'en parler, angoisse, particulièrement au moment des repas, hein, mais il y a aussi des douleurs invisibles. Et là, je vous cite un auteur. À partir d'ici, je vais vous mettre quelques références livresques que vous pourrez lire plus loin, mais Baroudi est quelqu'un qui s'est intéressé particulièrement à la souffrance invisible des enfants. Les douleurs, les souffrances invisibles. Alors, j'ai voulu essayer de classifier un petit peu l'intensité de la souffrance des enfants. Je vous dis que ça c'est tout à fait une classification personnelle, donc vous pouvez la critiquer à l'aise. Vous ne critiquez pas un auteur publié. Mais bon, si elle passe, si apparemment il y a un consensus, je peux espérer publier ça à l'avenir comme point de référence, en tout cas point de départ d'un débat. Alors on peut penser que la souffrance d'un enfant dans une séparation, elle est à zéro, ou en tout cas presque, en cas de séparation consensuelle. Si les parents s'entendent bien, si l'enfant va chez l'un comme chez l'autre, etc., la séparation se fait dans les meilleures conditions. Second niveau, on rentre dans des séparations consensuelles ou qui commencent à être conflictuelles. Le second niveau de souffrance de l'enfant, c'est l'enfant qui, au moment de la séparation, va commencer à souffrir de culpabilité et de honte.
Bah, ça, c'est ce qu'il disait déjà pour les premiers Exactement. niveaux. On est encore un peu dans le consensuel à ce moment-là. C'est le premier niveau de souffrance de l'enfant dans une séparation. C'est qu'il va se sentir, évidemment, sans raison coupable, mais il va se sentir coupable, comme c'est une réaction de l'enfant. Il va avoir la honte, entre guillemets, l'étiquette d'enfant de divorcé. Donc ça, c'est le second niveau, qui est un niveau de souffrance qui peut se, entre guillemets, guérir, qui peut, au bout d'un certain temps, passer au-dessus. En tout cas, au niveau de la culpabilité, généralement, après quelques années, il sort de cette notion de la culpabilité. La honte, ça peut rester plus longtemps. Le troisième niveau sera l'aliénation parentale. Mais voilà. Pour la honte, je vous renvoie à un très bel ouvrage de Boris Cyrulnik, Mourir de dire la honte. Ça vient de sortir en 2010. Et il explique, c'est aux éditions Odile Jacob, tout ce problème de la honte de l'enfant. L'image est très claire. Voilà Boris Cyrulnik, que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'une conférence dans le sud de la France. Un type tout à fait charmant, professeur à Toulon, et je vous conseille vraiment de lire. Et puis on en arrive au troisième niveau de la souffrance de l'enfant, c'est ce problème de l'aliénation parentale. Alors, en ce qui me concerne, je ne sais pas vous, mais pour moi, il va y avoir de gros changements en ce qui concerne la notion d'aliénation parentale. J'avais d'ailleurs écrit à la personne qui s'occupait de faire l'affiche aujourd'hui. C'est que, comme vous savez, je dirais de manière officielle, scientifique, dans la psychiatrie, vous avez le fameux DSM, le manuel des diagnostics, dans lequel le syndrome d'aliénation parentale n'est toujours pas repris, ce qui laisse la place à beaucoup de controverses sur le sujet. Il a l'air quand même d'être, parce que vous étiez donc à Namur l'autre jour, oui, il était quand même assez confiant dans l'idée que l'aliénation parentale rentre quand même dans le futur DSM qui s'appelle le numéro 5, en 2013, malheureusement, pas avant, mais plus sous la notion de syndrome d'aliénation parentale, mais sous le terme de trouble d'aliénation parentale, qui est finalement un jeu de mots pas très... qui est américain. Parce que les Américains n'aiment pas trop le mot syndrome, ils préfèrent le mot trouble, surtout pour des choses qui ne sont pas très médicales au sens physique du terme, c'est plus psychologique. Donc apparemment, l'aliénation parentale va être reconnue dans le DSM 2013 sous le nom de trouble d'aliénation parentale, mais en insistant sur le fait que l'aliénation parentale est reconnue comme une souffrance de l'enfant, point. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on change, entre autres, beaucoup de termes, c'est-à-dire qu'on ne parle plus d'enfant, l'enfant reste un enfant aliéné dans cette aliénation parentale, mais le parent qui était appelé jusqu'à présent parent aliénant devient ce qu'on appelle le parent aimé. Et le parent qui a été considéré jusqu'à présent comme le parent aliéné devient le parent rejeté. Donc on est en train de quand même lisser sérieusement cette notion d'aliénation parentale. Je vous dirai tout de suite que ça ne me gêne pas. Vous allez gardez vos réactions pour la suite, parce que ça ne nous gêne pas quelque part. Ça ne gêne pas la compréhension plus avant des problèmes qui sont liés à l'aliénation parentale. Mais donc l'aliénation parentale va apparaître probablement donc en 2013, de manière tout à fait officielle dans la littérature scientifique, etc., en tant que souffrance de l'enfant. Et nous sommes quand même ici dans une conférence sur la souffrance de l'enfant, et donc je pense qu'il est important de s'arrêter sur ce point. Après la honte et après la culpabilité, le second niveau de souffrance de l'enfant, c'est en fait de vivre une anxiété de séparation. Il se retrouve avec des parents qui se séparent, surtout si c'est conflictuel. Cet enfant peut avoir un attachement préférentiel, vous ne pouvez pas l'empêcher de l'avoir. Cet enfant a un degré de suggestibilité, on y reviendra tout de suite. Cet enfant se sent trahi dans cette séparation. Il se sentait déjà un peu coupable, maintenant il se sent trahi, il n'a rien à voir là-dedans, et tout à coup, ses parents se séparent, alors que lui, il n'avait peut-être pas envie qu'ils se séparent. Donc il se sent quelque part trahi.
Et il peut avoir, en fonction d'un attachement préférentiel, une résonance de souffrance avec le parent le plus aimé, qui peut être le parent gardien, point d'interrogation. C'est toujours, évidemment, ce problème de l'enfant. Oui, c'est l'enfant, par contre. C'est l'enfant qui est gardien, où il se fait l'enfant combattant, ou l'enfant gardien de son parent aimé. Il défend son parent aimé. C'était ça que je voulais dire ici. Donc il a une résonance particulière avec un parent, qui est le parent aimé, et il en est, pour lui, le gardien. Donc voilà ce que l'enfant ressent dans cette séparation, surtout si elle est conflictuelle. Et il a cette anxiété, puis il peut avoir un niveau de résistance variable à une situation qui n'est pas normale, mais anormale. Excusez-moi, il manque le petit A. Et puis ce qui sous-tend surtout l'aliénation parentale, c'est le conflit de loyauté. Parce que l'enfant va se retrouver maintenant, manifestement, dans une situation de séparation conflictuelle, où, lorsqu'il fait plaisir à un parent, il fait déplaisir à l'autre. Quand il fait plaisir à l'autre, il fait déplaisir au premier. Et donc, comment vivre cette comment on dit, la quadrature du cercle, de faire plaisir à un parent sans fâcher l'autre. Une sorte de déchirement sentimental. C'est ce qu'on appelle le conflit de loyauté, et c'est ça qui semble bien être à la base de la réaction de certains enfants, sur base de niveau de résistance faible, d'anxiété de séparation, d'attachement préférentiel. Certains enfants, et d'après notre ami Van Giesegem, ça fait 10% des séparations, donc c'est moins que les 25% de séparations conflictuelles. Pour lui, dans 10% des séparations sans sens large du terme, il y a aliénation parentale, c'est-à-dire un enfant qui prend une direction avec, je dirais, il se rapproche du parent aimé et il rejette le parent rejeté. Alors, on revient à ce problème de conflit de loyauté qui est très important, parce que si vous voulez comprendre la souffrance de l'enfant, c'est de ça qu'on est là. On est là pour parler de la souffrance de l'enfant. Donc, la souffrance de l'enfant dans cette séparation, surtout si elle est conflictuelle, c'est ce conflit de loyauté. On vient d'en parler, la DIA fait un peu double endroit, mais après ça va insister. Comment pouvoir aimer s'entendre avec des parents séparés s'il y a conflit? Comment puis-je faire sans froisser, sans fâcher l'autre? Alors, effectivement, il peut s'enfermer dans des jeux, c'est l'image de la bande dessinée, là. Il s'enferme dans des jeux, dans la Dolce Vita, dans les drogues, pour ne pas voir ce problème et pour peut-être s'en sortir. Ou alors, finalement, il aime l'un et rejette l'autre en se disant, moi je ne sais pas faire plaisir aux deux, donc ma solution, c'est d'éveiller l'un et de rejeter l'autre. Et c'est aussi évidemment éventuellement de profiter de l'un et de l'autre selon les moments et de vivre de manière très superficielle, un peu en enfant roi ou en enfant dictateur. Donc, devant cette angoisse de la séparation, l'enfant a diverses façons de réagir. C'est un peu ça qui ressort maintenant de la littérature. Moi je ne me fais que je dirais l'expression où je mets devant vous ce qu'on lit dans les livres ou dans les conférences récentes. C'est vers ça que va la science psychologique. Maintenant, ça ne s'arrête pas. Rappelez-vous qu'il y avait, je reviens quelques dias en arrière, dans les niveaux, j'aurais dû mettre la dia en double là, dans les niveaux de souffrance, donc on a parlé du consensuel, culpabilité, honte, aliénation parentale, et puis vous avez les souffrances maintenant dont on va parler, l'instrumentalisation, le parent bédéen. Je vous dirai tout de suite que de nouveau, je ne parlerai pas du stade 5 de souffrance, qui est le stade des souffrances au niveau physique, voire abus sexuels, etc. Moi, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, d'autres le font. Donc moi, je vais maintenant parler, après l'aliénation parentale, de l'instrumentalisation et du parent médéen. Et donc, on considère maintenant, au-delà de l'aliénation parentale, il y a la maltraitance de l'enfant par un parent toxique. Au-delà de l'aliénation parentale, il y a la maltraitance de l'enfant par un parent toxique. Et on ne va plus parler tellement d'aliénation parentale, mais de maltraitance d'enfant. Entre autres, par cette instrumentalisation. Instrumentaliser, c'est utiliser quelqu'un comme objet. Faire de quelqu'un un objet, un instrument. Instrumentalisation, c'est le mot psychologique. Et on va faire de cet enfant un objet de pression
vient entre autres la mémoire transformée. Alors, mémoire transformée, vous êtes dans l'hippocampe, vous avez les faits épisodiques, je vous rappelle, qui eux se perdent un petit peu avec le temps, mais qui sont modulables. Il suffit de dire, tiens, tu te souviens quand on a été avec papa ou maman, encore une fois, moi ça ne me regarde pas, ça va dans les deux sens, quand on a été avec papa et maman à cet endroit-là, tu te souviens comme il a été méchant avec toi, il t'a refusé ça, il t'a envoyé. C'est pas vrai, mais on le rappelle. On le rappelle. Et finalement, la mémoire transformée, c'est ça. C'est finir par avoir en tête que c'est vrai, que certaines choses se sont passées, à force de vouloir répéter. Et surtout, n'oubliez pas les mots répétition, exposition, longue. Rappelez-vous, la mémoire, ça dépend de la répétition et de l'exposition à l'information. Alors, c'est ça que du temps où la garde n'était pas alternée, certains parents avaient l'enfant 12 jours sur 14, l'autre parent 2 jours sur 14. Il est évident que l'exposition à certaines informations, pour autant qu'elles étaient malhonnêtes, n'était pas la même. Et qu'on pouvait transformer la mémoire d'un enfant plus facilement 12 jours contre 2 jours. Maintenant, en 7-7, c'est déjà un peu plus équilibré. Mais d'un autre côté, vous pouvez avoir des parents tout à fait honnêtes, non toxiques, et des parents malhonnêtes, égales toxiques, qui vont essayer, entre guillemets, volontairement, involontairement, on peut en discuter, de modifier la mémoire de l'enfant. Et c'est là qu'on instrumentalise un enfant en essayant de transformer sa mémoire sur certains. On peut aussi fusionner, avoir des tendances fusionnelles. L'enfant se rapproche de vous dans son aliénation parentale. L'enfant, il suffoque d'anxiété, de séparation. Il trouve sa solution en se rapprochant d'un parent, il rejette l'autre. Le parent qui est là dit « Ouh, magnifique affaire, ici, nous allons fusionner. Tu es le bienvenu, mon chéri, entre guillemets. » Et c'est là qu'on rentre non plus dans l'aliénation parentale, mais on rentre dans la maltraitance, c'est-à-dire une utilisation malhonnête de ce qui se passe. Alors, une autre façon de fusionner, c'est d'impliquer l'enfant dans ce qu'il ne le regarde pas. Ça, c'est une très bonne technique, entre guillemets, de fusion, mais c'est une très mauvaise technique pour l'enfant, et ça va engendrer des souffrances chez l'enfant. Et comment? Regardez, impliquer l'enfant dans ce qu'il ne regarde pas, moi je prends l'exemple du compte bancaire. Viens voir mon chéri, avec l'argent que nous recevons, nous ne savons pas en sortir. Regarde les comptes. Regarde, on est en négatif. Bon, évidemment, on monte les comptes qu'on veut. Mais l'enfant, ah ça c'est gentil, si je peux avoir un veto, c'est parfait. L'enfant est parti. L'enfant, on en reviendra tout de suite, l'enfant n'est pas un adulte de 40 ans comme vous ici qui bon, on voit tous les comptes. Hein. L'enfant, il dit ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Ah. Donc là, c'est là que l'aliénation parentale peut être récupérée par un parent pour en faire une instrumentalisation et une maltraitance avec des abus de confiance, un renforcement du dénigrement, forcément. Hein, tu rejettes ton papa pour dire, tu rejettes ton papa, tu as bien raison, parce que ça, et ça, et hop, on remet une couche. Mais il faut comprendre peut-être que le rejet du papa, au départ, l'enfant le percevait psychologiquement comme ça. Bon, c'est ça que je veux juste faire passer comme message. Bon. Mais on peut renforcer ça, évidemment. Et c'est à partir de là que ça dérape. Alors, donc ça, c'est l'instrumentalisation, niveau 3. Niveau 4, c'est l'enfant médéen et le rapt. Parce que là, le niveau de souffrance de l'enfant va pouvoir être monté plus haut que simplement un rejet d'un parent. C'est que l'enfant va être sacrifié au combat. C'est-à-dire que là, vous rentrez dans un conflit, dans un divorce très conflictuel, judiciarisé, boum, boum, avocat, etc., etc. Et il faut apporter des éléments. Donc, vous avez besoin d'un espion pour aller chercher des éléments dans la vie de l'autre. Je ne sais pas, moi, des factures, des codes bancaires, des codes de GSM, ça peut toujours être intéressant pour apporter sur la table du juge. Vous ne savez pas les obtenir vous-même, mais vous avez quelqu'un qui peut peut-être vous les apporter. Il y a la confiance de l'autre. Voilà. Alors, vous avez ce qu'on appelle l'enfant espion, qu'on envoie, à la limite, on refuse une visite ou deux, et puis à la troisième visite, on dit ok, tu peux y aller. Ah, l'enfant est accueilli, et l'enfant, il sait ce qu'il doit faire. Malheureusement, ça arrive. Alors, l'enfant torpille, c'est l'enfant idéal. Tu vas aller chez ton papa ou chez ta maman, avec le parrain ou la marraine, et tu vas aller foutre le bordel là-bas. Hein.
Tu te laisses pas faire, tu dis ça, tu fais ça, tu tapes ça. Et à la limite, tu reprends des choses, tu le mets dans ton sac et tu reviens à la maison. C'est du vécu. Donc, c'est ça l'enfant. Alors, cet enfant-là, il est un peu sacrifié parce que quand l'autre parent se rend compte, parce qu'être rejeté par un enfant qui dit pour le moment, je n'ai pas envie de te voir, je ne me plais pas chez toi, etc. Tout le monde peut dire, bah, ça va peut-être passer. Mais un enfant qui viole votre comptabilité, qui viole votre GSM, qui reprend des choses de chez vous, puis il y en a pour d'autres qui amènent le bordel entre guillemets, ça casse des liens. Et c'est ça que le parent médéen cherche, entre guillemets, c'est à se sauver, entre guillemets, lui, au détriment de l'avenir de l'enfant, parce que l'enfant va être sacrifié par rapport à l'autre parent. Sauver ou être vengé. Oui, très bien. Sauver ou venger, très bien, j'accepte. Sauver ou venger en envoyant l'enfant au combat. Et là, il va se faire ramasser parce que l'autre parent, à un moment, il va dire, écoute ça, là, tu vas faire. Et voilà. Alors, donc, il va finir par perdre de bonnes relations avec le parent rejeté ou vraiment, entre guillemets, violé ici. Mais l'enfant va aussi perdre la possibilité de se fidéliser dans la vie avec l'autre sexe. On a vu que plus tard, quand l'enfant évolue, quand il a été pris comme ça en tant qu'enfant, je peux dire dans un contexte médéen, eh bien, il va avoir lui-même, l'enfant, des difficultés plus tard à mener une vie, entre guillemets, fidèle ou confiante, avec quelqu'un d'autre sexe. Bon, je ne parle pas du rap parce que je ne suis pas du tout compétent dans le rap d'enfant, mais le rap d'enfant, c'est un peu la même chose. C'est carrément couper les ponts avec l'autre parent. C'est la même chose, fait différemment. J'avais une conférence sur le rap et justement, on disait que s'il y avait moins de rap parentaux, c'était parfois parce qu'il y avait des divorces conflictuels et que l'autre parent partait pour éviter les conflits, tout ça aussi. Oui, ok. Ah, il y a des parents abandonnés, hein. Il y a des parents qui abandonnent. La justice était plus simple, il y avait moins de rap parentaux aussi. Madame, je suis désolé, à partir du moment où le monde médical n'est même pas d'accord sur certains principes pour reconnaître cette aliénation parentale, comment voulez-vous que la justice puisse faire son boulot? Elle n'a pas les éléments. Elle n'a pas les éléments, elle n'a pas de pièces. Bon, enfin, on peut espérer qu'à l'avenir, les choses s'arrangent. Tout ceci essaye d'éclairer tout le monde, et on ne veut pas uniquement éclairer les gens qui vivent les problèmes, on voudrait aussi éclairer les intervenants. Oui, il faudrait, oui. Allez, bon, alors ici, je vous ai fait une petite image. Est-ce que tout le monde sait lire? Bon, ça se passe à la maison, et la maman dit à la petite fille, ma chérie, quand tu seras chez ton papa, je te téléphonerai. C'est juste une image de ce qui vient d'être dit. C'est du théorique. Quand tu seras chez ton papa ou ta maman, on est d'accord, je te téléphonerai 3 fois par jour pour te faire savoir mon amour. Oui, je suis d'accord. Mais tu t'isoleras, tu chuchoteras car je te demanderai ce que vous faites. Avec qui vous êtes, s'il y a du neuf dans l'appartement, etc. Donc c'est l'espion, c'est tout simplement. Rendre l'enfant espion. Et aussi tu me téléphoneras avec son GSM car j'aurai quelque chose à demander. Donc c'est une image pour expliciter l'enfant espion tout simplement, mais ok, dans les deux sens. Bon, alors, processus fusionnel et aliénation. Quelle destruction, quel avenir? Avec le parent aimé. Avec la parent aimée, tu es la plus belle maman. Est-ce que c'est spontané ou est-ce que c'est induit? Les deux sont possibles. Alors, je t'aime mon fils, tu es un surdoué. C'est le genre de dialogue qu'on peut entendre parfois dans son texte. Ou je t'aime ma fille, tu es une championne. Alors, oui, je ne pense pas que M. Van Dieren est ici, mais pour ceux qui étaient à Namur, je vous rappelle que M. Van Dieren a donné un exemple lors d'une expertise psychologique qu'il devait faire dans un cadre d'aliénation parentale, où l'enfant lui a dit, Monsieur l'expert, vous devez écrire dans votre rapport, je refuse de vivre avec mon papa. Donc il allait beaucoup plus loin, l'enfant. Un enfant d'une quinzaine d'années, j'imagine. Mais il allait beaucoup plus loin que simplement être auditionné par l'expert. Il a dit à l'expert, je veux que vous écriviez ceci. Et l'expert l'a fait.
Et je crois que ça s'est plutôt retourné contre l'enfant qui était positif. Enfin, ça ne nous regarde pas. Mais c'est pour vous dire jusqu'où ça va. Ce genre de réflexion. L'expert l'a fait? Oui, il a dit qu'il l'avait fait. Ça, vous voyez. Mais il l'a fait intentionnellement, vous voyez, de second degré. Alors, avec l'environnement du parent, c'est un grand mot. Alors, par exemple, vous avez un enfant qui vous dit: ah ben, j'ai accompagné Michel à Charleroi qui devait y plaider. Donc ça, c'est une sorte de fusion, non seulement avec le parent, mais carrément avec l'avocat. Ici, l'image, c'est au référé. Vous avez l'enfant, la maman, le papa. Non, fait une bise à notre avocat qui est présent, mais ne va surtout pas faire une bise au monsieur en noir qui est avec l'autre parent. Donc, il y a des éléments par lesquels on peut parfois percevoir qu'il y a là des fusions tout à fait anormales, non seulement de l'enfant avec le parent, mais même de l'enfant avec le système de défense du parent. Voilà. Ça arrive. Maltraitance. Collusion. Maltraitance. La manipulation des enfants. Tout ça, ce sont des exemples de manipulation des enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est une personne fragile, une personne influençable. Alors, la mémoire, on en a parlé, la mémoire des faits émotionnants, je vous ai déjà dit ça. Donc, on peut conditionner un enfant pour mentir de bonne foi, parce que finalement, pour lui, finalement, dans sa mémoire, c'est comme ça que c'est maintenant. Et tout ça est fonction du temps d'exposition aux parents toxiques. C'était un argument pour en arriver rapidement à la garde alternée. Et alors, vous avez aussi l'argument massu. Tu vois que c'est moi qui ai raison, parce que c'est moi qui reste à la maison. Vous voyez, ça c'est un argument massu, parfois aussi, que l'enfant va prendre en direct. Alors, le syndrome des faux souvenirs, les psys qui manipulent la mémoire, il n'y a pas nécessairement que les psys qui manipulent la mémoire, c'est possible de manipuler la mémoire. Absolument. Donc aux éditions Exergue. Couramment. Alors, ici, c'est un livre en anglais, c'est comment raconter des mensonges, Telling Lies. Telling, c'est raconter, lies, mais mensonge. Donc là, on parle de comment raconter des mensonges. Donc tout ça, pour ça que j'ai insisté au départ sur la notion de mémoire. Très important parce que ça joue beaucoup dans le cerveau de nos enfants. Vous avez un très bon livre sur les parents toxiques par Suzanne Forward, Comment échapper à leur emprise, aux éditions, c'est pas clair là-bas, mais je peux vous le donner par après. Alors bon, c'est vrai que tous les parents ne sont pas les mêmes et que tous les parents ne sont pas des manipulateurs, des pervers, etc. Mais bon, on le sait plus, les tyrans et les pervers dans la famille, fait par Yvonne Poncet-Bonissol. Alors, donc on est toujours dans voir l'invisible. Alors, voir l'invisible, là je vais encore un peu plus loin que cette notion de souffrance. Alors, comment est-ce qu'on pourrait amener maintenant les intervenants judiciaires, entre guillemets, ou médiateurs, à essayer d'évaluer la souffrance des enfants? Eh bien, il faut, en mon sens, une observation attentive, et pas simplement une écoute, bien sûr, une écoute attentionnée, mais aussi une observation. On a bien vu que l'enfant ne décrit pas, ne dit pas simplement qu'il souffre. C'est plutôt quand on observe comment il vit qu'on voit qu'il souffre. Mais sur un premier aspect, on n'a pas l'impression. Entre autres, et c'était une des réflexions qui était les plus mises en avant par les juges qui devaient s'occuper de l'aliénation parentale, c'est qu'ils trouvaient que l'enfant était très bien dans l'aliénation parentale. Qu'ils ne voyaient pas pourquoi il devait intervenir sur un enfant qui ne se plaignait pas. Parce que quand l'enfant trouve sa rééquilibration, comme je vous ai dit tantôt, en se rapprochant d'un parent et en rejetant l'autre, mais cet enfant, dans cette période-là, il est, comme dit Hubert Van Giesegger très bien, il est apparemment très bien. Il est apparemment très bien. Vous ne sauriez pas, en le voyant, en discutant avec lui, vous rendre compte qu'il est mal psychologiquement. Or, il est malgré tout mal psychologiquement, on peut le penser, mais c'est invisible. Écoute attentionnée, écoute des proches, de l'école, etc., etc. Travail de longue haleine, non bâclé en une audition de 15-30 minutes un matin, l'enfant étant conduit par un des parents. Donc, là, il est clair qu'il faut améliorer le système. Alors, on peut peut-être arriver à ce qu'on appelle
un bilan neurophysiologique, je vais vous montrer tout de suite, et l'étude du sommeil et des rêves chez les enfants. J'ai oublié de vous dire tantôt que l'amygdale dont je vous ai parlé tantôt, tout ce cerveau émotionnel, est tout à fait relié aux rêves. Et que nous rêvons d'ailleurs toutes les nuits de ce qui nous émotionne. Donc il y a une relation directe entre le rêve et l'amygdale, et peut-être qu'on pourrait de cette façon-là mieux appréhender les enfants qui souffrent. Mais c'est vrai que c'est des recherches à faire. Alors ici, je vous montre une dia en néerlandais, mais bon. Ceci est fait dans les groupes de patients qui souffrent de burn-out. Le burn-out, c'est un effondrement, une fatigue énorme que certaines personnes rencontrent sur le milieu du travail parce qu'ils sont épuisés, harcelés, etc. Mais ça ne se voit pas en nous. Comment voulez-vous prouver que quelqu'un est épuisé moralement, les prises de sang sont normales, etc. Et c'était ce groupe hollandais, c'est un groupe hollandais, a mis en évidence un système neurophysiologique, donc par encéphalogramme, si vous voulez, où il a pu montrer que les gens qui étaient en burn-out étaient quand même différents du groupe contrôle dans un, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans une mesure, on va dire, de type encéphalographique, ils recherchent un potentiel et ça leur permet de... Est-ce qu'on ne pourrait pas, éventuellement plus tard, essayer de voir l'invisible par ce genre de technique et de voir quand un enfant est vraiment soumis à un stress chronique ou quand il ne l'est pas, alors que extérieurement, on ne sait pas le voir. C'est vraiment la recherche de l'invisible que l'on fait. Et on considère que la courbe anormale ici, elle est due au fait que dans un premier temps, du stress, quand vous vivez un stress, comme ici au travail, les premières semaines, vous sécrétez beaucoup de cortisol. La réaction du stress, c'est le cortisol. Et que c'est même très bon, finalement. Un stress, c'est une bonne façon de surmonter un obstacle. Par exemple, vous avez le stress des examens. Quand on a des examens à l'UNIF, etc., on est stressé pendant un petit temps, mais ce stress vous aide à surmonter, à passer vos examens, et après, c'est fini. Mais quand le stress devient chronique, c'est-à-dire qu'il dure des semaines, des mois, des années, vous avez une déplétion. Là, le système cortisol est complètement usé, et vous tombez à cortisol bas. Et cortisol bas, on peut voir ça. Et donc, le burn-out, qui était aussi un problème, entre guillemets, judiciaire, où on dit, enfin, comment prouver, moi, que ce monsieur ou cette dame est en burn-out? Eh bien, on est quand même arrivé, par un système électrophysiologique, à montrer une petite différence. Alors, est-ce qu'il y a là un avenir pour nos recherches? Je voudrais dire qu'il faut tenir compte d'une autre information très intéressante qui se passe en 2009, donc c'est quand même pas vieux, où on a analysé le cerveau de 36 enfants adultes suicidés et décédés. Et les suicidés, c'était des gens qui avaient vécu de la maltraitance, abus sexuels ou physiques dans l'enfance. Abus sexuels ou physiques dans l'enfance. Et on a analysé l'hippocampe. Tiens, on retombe de nouveau sur l'hippocampe. Noyau de l'ordre temporal, je vous l'ai montré tantôt. Et on a montré que chez les suicidés, par rapport à des gens qui étaient décédés, entre guillemets, normalement au même âge, il y avait un changement dans l'expression génétique de certains récepteurs, particulièrement glucocorticoïdes, c'est-à-dire le cortisol. Et donc, on se rend compte que quand on dit tout ceci, c'est rien, c'est pas grave, ça finira par passer, et non, vous avez des confirmations par la neurobiologie qu'il y a des modifications qui se font dans les cerveaux de nos enfants, pour parler d'enfants actuellement, et que des enfants qui sont en maltraitance peuvent avoir, au bout d'un certain temps, et je suis d'accord ici, ils se sont suicidés parce que c'est la seule manière d'avoir cette information, on a vu qu'ils avaient des récepteurs qui avaient été modifiés par le stress chronique qu'ils avaient vécu. Donc, quand on dit tout ça c'est rien, ça finit par s'arranger, il faut quand même tenir compte qu'il y a manifestement des choses qui se passent dans le cerveau de ces enfants. Alors, juste un petit mot, on arrive tout doucement à la fin. Je sais pas, on est dans le bon point de vue du temps. Alors, les troubles de l'attachement ou enfant passoire. Voilà encore un autre syndrome qu'on rencontre chez les souffrances psychologiques des enfants. Et là, c'est quand on observe une interruption, une rupture du lien maternel autour de 2 mois. Maladie, abandon, rejet. Et on se rend compte que ces enfants, à l'avenir, manquent de confiance pour toute relation affective solide
dont ces adolescents, lorsqu'ils deviennent adolescents, ils ont une peur profonde de tout ce qui est relation affective. Ils vivent comme menaçant les soins aimants des parents, et ils prouvent la solidité des liens des parents par des provocations et le rejet de la mère ou de la marâtre. Ce sont des écorchés vifs. Ils vivent dans, je dirais, le sabotage des relations, dans la victimisation. C'est un comportement autodestructeur. Quoique intelligents, ils sont au décrochage scolaire. Ils peuvent être manipulateurs en famille en montrant un tout autre visage avec les autres personnes de la famille qu'avec la cellule familiale de base. Ils n'ont ni émotion, ni nostalgie, ni reconnaissance, ni retrait. Moi, maintenant, comme je veux. Donc on décrit ces enfants passoires, et ce sont manifestement des enfants qui ont eu des problèmes pendant leur enfance. Donc voilà une autre forme de souffrance de l'enfant. Je fais le tour avec vous aujourd'hui. Mais évidemment, cette souffrance-là de l'enfant, vous pensez bien qu'elle a aussi une souffrance secondaire au niveau des parents, qui portent alors le chapeau de parents négligents ou maltraitants, alors qu'en fait ils sont manipulés par un enfant qui réagit mal à des problèmes psychologiques qu'il a eus dans la petite enfance. Incompréhension, isolement, sentiment de culpabilité, malaise des parents. Alors ce qui était intéressant aussi, c'est de voir la souffrance de l'enfant quand il deviendra adulte. Donc on vient de parler des troubles de l'attachement, je ne le redis pas une deuxième fois. On peut penser que les enfants qui sont les tendus, les assistés, ont cette perte du désir de devenir adulte. On a parlé tantôt au début là, que dans le cadre d'aliénation, il y avait une perte du désir du devenir adulte par l'abolition de la distance intergénérationnelle. La fusion avec l'un des parents fait qu'il y a une perte de distance intergénérationnelle et il y a une perte de l'envie de devenir adulte. Et du coup, on devient tendu, assisté, et on traîne comme ça, sans se prendre en charge personnellement. Voilà une des conséquences. Ah oui, je ne sais pas, ça viendra après. Ce que je voulais dire, c'est que je me souviens qu'Hubert Albezeguet m'avait dit aussi qu'à l'âge de 13-14 ans, l'aliénation parentale est difficilement réversible. Donc une fois que le système est mis en route, c'est difficilement réversible et on peut arriver à ce genre de situation. 13-14 ans. Et ça se met en route combien de temps? Dès que l'enfant souffre, quand l'enfant souffre, en moyenne, à sa vitesse, est-ce qu'on a un historique? En moyenne, je dirais maximum quelques mois. Maximum quelques mois. Il a pris. Ça peut être quelques semaines. Troubles identitaires, ça c'est très important aussi, qui peuvent apparaître vers l'âge de 30 ans. Le trouble identitaire est dû au fait que l'enfant qui a fait une aliénation parentale va être coupé d'une racine identitaire. Il vit avec la moitié de lui. Il vit avec la moitié de ses racines et il peut arriver un jour à ce que ça lui manque. Ça ne lui manque pas quand il est jeune. Quand il fait cette aliénation parentale, pour lui c'est une soupape à une situation invivable, mais plus tard il peut en souffrir très sérieusement parce qu'il aura raté la moitié de ses racines. Par contre, jusqu'à présent, on n'a pas démontré le risque que l'enfant répète l'attitude de ses parents et donc des problèmes de divorce conflictuel s'il en avait. Jusqu'à présent, ce n'est pas démontré, bien que ce soit une question qui revienne souvent. Alors, l'enfant, une fois adulte, aura évidemment le stress chronique et les complications comme un adulte. Et là, je repasse rapidement sur la souffrance des adultes, perte d'énergie mentale, perte d'énergie physique, les difficultés sociales et financières, je ne vous apprends rien. La signature neuronale du stress. Donc là, c'est un peu toutes les conséquences. Maintenant, en dehors des conséquences purement psychologiques, c'est ce stress qui est vécu à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur de mois. Eh bien, il y a des situations qui vont entraîner des difficultés sur la santé physique. On y reviendra tout de suite, mais aussi pour les gens qui ont connu une longue situation stressante, une diminution de la prise de décision. Des problèmes de stabilité sur le plan sentimental, on en a déjà parlé, des difficultés d'être fidèle, entre autres. Et pour les adultes longuement stressés, diminution des capacités de travail, diminution de mémoire, diminution d'adaptation aux nouveautés, difficulté à un nouvel apprentissage, et les problèmes, entre autres, cardiaques, etc., bien connus, du stress chronique, infarctus, etc. Bon, quatrième conclusion,
En conclusion de tout ça, quelle prise en charge par les intervenants et les parents? Ce qui est donc souhaitable à l'avenir, c'est qu'on recherche beaucoup mieux la souffrance. Je suis d'accord qu'elle est assez invisible. Rechercher la souffrance le plus précocement possible. Reconnaître l'enfant victime et l'aider. Et le faire de manière un peu psychopédagogique. Donc c'est la psychologie des enfants. Psychopédagogique. Sans essayer de psychiatriser. Autant judiciariser n'est pas bon, autant psychiatriser n'est pas bon. Il faut toujours essayer de rester en dehors de ces deux extrêmes. Alors, agir vite. Il faut agir vite quand le problème se pose, il faut agir vite parce que tout retard sera nous rapporté. C'est ici que je dis que la réversibilité est difficile après 13-14 ans. Stabiliser l'enfant avec ses deux parents grâce à la médiation, hors judiciaire tant que possible, bonne alternance équilibrée. C'est vrai que maintenant la garde alternée, ça fait quand même un point, du moment quand elle est appliquée, c'est un point intéressant. Jalonner et faire un suivi régulier, ça c'est très rarement fait. Parce que déjà rechercher la souffrance de l'enfant, c'est très rarement fait. Mais en plus, jalonner et faire un suivi régulier des problèmes, c'est très rarement fait. Il faut évoluer vers ça. Et favoriser des retrouvailles pour l'enfant ou les aspects psychosomatothérapeutiques, c'est-à-dire psychothérapeutique. Le somatothérapeutique, c'est tout ce qui est sport. Ça peut aider les enfants à vivre avec, vous voyez qu'on retient plutôt la notion de vivre avec les conséquences psychologiques d'un divorce conflictuel, quelle qu'elle soit, que guérir. C'est vivre avec qu'il va falloir faire pour eux. Alors, là c'est un peu le procès de la justice, qu'à le dire. La justice démontre souvent une grande lenteur, ça ne colle pas du tout à ce qu'on vient de dire. Délai, remise pas toujours justifiée, une disparité des niveaux de décision, un manque de moyens d'analyse alors qu'on en aurait tellement besoin, une insuffisance de psychologie et d'équité, un manque de moyens de prise en charge parce qu'on vous répond souvent qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir faire mieux. Okay, ça, c'est les constatations. Et donc là, il y a un petit sketch qui dit Madame, il me semble que votre attitude vis-à-vis de vos enfants et de votre ex-mari est pour le moins inadéquate, veuillez changer. Et elle répond cause toujours, tu n'as pas les moyens de vérifier si je change ou non d'attitude. Ça, c'est tout le problème des moyens. Mais bon, peut-être qu'il y a moyen de se donner les moyens. Conclusion et perspective, nécessité d'une prise de conscience sociétale. C'est notre société qui doit faire un effort en disant effectivement, il faut avancer vers une rapidité d'action et de diagnostic dans ces problèmes de souffrance des enfants. Il ne faut pas laisser les choses traîner, s'envenimer en disant bon oui, ça va finir par s'arranger, c'est tout à fait faux. Éviter tout sexisme, je l'ai dit. Lutter contre la secondarisation, donc bien équilibrer les gardes parentales. Paralléliser les conjoints, c'est-à-dire les ex-conjoints, les mettre sur un pied d'égalité et pas des différences entre les deux. Et donc apparemment, ce qui pourrait nous amener à ça, c'est le tribunal de la famille, qui est demandé depuis plus de 40 ans en Belgique, et qui de gouvernement en gouvernement est toujours rapporté un peu au calendrier grec, mais qui serait sûrement, s'il était compétent, une superbe avancée. Alors, donc si possible, ne pas judiciariser, mais autant possible déjudiciariser avec de nouveau un tribunal de la famille avec une procédure à niveau unique, pas diverses procédures plus ou moins parallèles, un tribunal compétent et qui a les moyens et qui peut agir assez vite et qui peut suivre les choses. Voilà, alors je termine sur cette citation de Baroudi encore, qui dit « La capacité de résilience humaine est surtout liée à des expériences d'attachement sécurisant, à la possibilité de prendre conscience de la réalité et surtout de l'appartenance à des relations familiales et communautaires saines et solides. » Voilà, alors je vous merci de m'avoir écouté. Vous allez être peut-être plus, je dirais, attentif à l'avenir devant ces problèmes de souffrance des enfants. Voilà, merci.